Bonjour Lou, je suis venue parler de l'école de Paris qui est de nouveau sous les projecteurs de l'actualité grâce à une remarquable exposition qui a lieu en ce moment jusqu'au mois de février dans ce lieu chargé de mémoire qu'est le musée de Montmartre. Et c'est le thème de mes prochaines expositions, celles qui commencent dès maintenant à la galerie du 69 rue du Temple et qui va se poursuivre jusqu'à l'été prochain dans ma galerie de Dinard et dans un lieu merveilleux qui nous a été prêté, le château de Montmarin à Pleurtuis, qui va développer, le thème sera non seulement l'école de Paris, mais l'école de Paris en héritage. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'école de Paris, c'est un euphémisme. En fait, c'est des peintres juifs à Paris, tout simplement. Hein. Ce sont des peintres juifs. Parce qu'il n'y a que 100% peintres qui ont juifs. été attirés par Paris. Et moi, j'habite à côté de la ruche, figure-toi. Oui, bien sûr, la ruche, c'était un grand foyer. Des artistes de l'école de Paris. Où il fallait sortir parce que c'était infernal, il paraît. Ah, oui. Les conditions de vie étaient épouvantables. Oui, ils vivaient c'était de mieux que la façon rue. misérable. C'était mieux que la rue, mais c'était juste au-dessus. Mais il y avait une solidarité. Il y avait une solidarité. Mais quand tu lis les écrits de... Mais pas seulement des peintres juifs. Non, il y avait... C'est justement de cette rencontre avec les peintres français qui étaient sur place, qui les ont aidés. À Montparnasse, il y avait surtout, Picasso, il y avait Matisse, et ils se sont nourris aussi de l'apport de ces artistes implantés. Mais ils avaient tout à apprendre, parce qu'ils avaient ils avaient leurs acquis qu'ils avaient forcément construits dans leur pays respectifs. Mais ils ont fait des... Oui, ils ont apporté leur culture, formidablement. Mais ils ont fait des mutations. Étaient des citoyens du monde. Chagall, il n'a eu qu'une envie, c'est de retrouver la Russie qu'il avait connue. Il y est retourné en 73. C'était un petit peu tard. Et... Ça a été un peu tard, oui. Oui, mais ça montre l'attachement à cette culture. Et ils ont introduit la culture juive, la culture yiddish, dans l'art expressionniste qui s'est développé en France et en Europe. Complètement. Ils ont beaucoup admiré les grands peintres expressionnistes allemands, c'était tous des juifs allemands aussi. Et autrichiens. Oh, les Allemands, et on présente justement des artistes qui ont reçu l'héritage de l'école de Paris en ayant le coup de foudre pour l'expressionnisme, qui est quand même pour la plupart l'équivalent du fauvisme français. Enfin, c'est bon. Oui, c'est un peu le parallèle. Et ils sont allés moi, je préfère l'expressionnisme allemand que... Oui, mais ça avait une telle puissance. Au-dessus de tout. Et là, quand on voit l'œuvre de Serge Kantorowicz, ou même d'un artiste non juif qui est malheureusement décédé aussi, d'origine italienne, Sergio Birga, qui est tombé dans la marmite de l'expressionnisme en sortant des Beaux-Arts. Ils se sont construits grâce à cet héritage, qu'il ne s'agissait pas d'une école, mais d'une pluralité de recherches. D'un vrai courant. Un vrai courant, puisque ça comprenait aussi bien le cubisme que le fauvisme, partant de l'impressionnisme, l'art abstrait, tous les courants de l'art moderne, le surréalisme également. Il y a un héritage qui se traduit dans l'œuvre d'artistes contemporains comme Serge Kantorowicz, qui lui a vécu la tragédie de la Shoah à travers la déportation de ses parents, à travers le fait qu'il a dû dialoguer, il a dû apprendre, il ne parlait que yiddish jusqu'à ses 10 ans. Il a été sauvé de la rafle du Veldiv par sa grand-mère qui a réussi à s'échapper. Il n'a jamais revu ses parents, bien sûr. Et c'est une histoire de résilience, de reconstruction. Il était au fond de la classe, relégué, il ne comprenait rien, et à force de s'accrocher, à force de volonté, et on fait des parallèles sans cesse avec la volonté de vivre, de se reconstruire des otages. Enfin, on ne peut pas séparer le passé du présent. En ce moment, le passé émerge au milieu de l'actualité.
Et quand on voit le destin de certains artistes, c'est un exemple, Serge Kantorowicz, il s'est reconstruit il a commencé à comprendre des syllabes, des mots, et puis il s'est accroché, il a dialogué avec... il a été pris d'une boulimie de lecture et de rencontres avec d'autres artistes. Il a dialogué avec Victor Hugo, avec Balzac, avec Kafka. Il a exposé à la maison de Victor Hugo, à la maison de Balzac. Il a rencontré tous les artistes. C'était le cousin germain de Sam Safran. Il a rencontré tous les artistes qui ont compté. C'est les escaliers de Sam Safran. Voilà. Et tout ça, cet esprit, cet héritage de l'école de Paris, il faut la faire perdurer. Et c'est une des missions que je me suis fixée à la galerie. Je suis passée à quelques reprises au Mage et ta galerie était fermée. Est-ce que vous avez des ouvertures par éclipse ? Ah, mais c'est gentil de poser la question parce que nous sommes ouverts tous les jours, mais que l'après-midi. Parce que, bien sûr, on a le matin, il faut aller voir des artistes. Mais vous n'avez pas des périodes... De 14 à 19 heures. Et quand même quand vous n'avez pas d'exposition, rien du tout, vous êtes toujours ouvert. On est toujours ouvert. Et l'après-midi? L'après-midi. Très bien. Y compris le week-end. Donc, on est ouvert tous les jours. Le dimanche aussi? Oui. Le dimanche. Et ça, depuis la création de la galerie. Tu n'y es pas quand même? Si, moi j'y suis tous les jours. Eh ben, écoute, j'aurai le plaisir de passer. J'y suis tous les jours, sauf quand je suis en Bretagne, dans ma galerie de Bretagne. Et alors ce château, là, pendant le fameux château dont tu parlais. Alors la galerie est quand même fermée au mois d'août. Il est où ce château? Il est près entre Saint-Malo et Dinard. Ah, tout ça, c'est la Bretagne. Un grand espace. Ah, c'est la Bretagne. Et c'est un lieu magnifique qui borde la Rance. Eh ben, bravo Francine. Ça va pas.